Bon, si vous le voulez bien, on va commencer cette session. Carlos Roncero, qui est le premier intervenant, est en train d'envoyer sa présentation puisqu'il a effectué quelques changements. Donc on le voit, enfin vous ne le voyez pas, mais sur le retour, on voit qu'il est en train d'envoyer le mail. Donc ça ne serait tardé. Et quand la régie l'aura reçu, on pourra commencer cette session. Oussama Kébir va nous rejoindre également. Il est dans les embouteillages parisiens. Donc il ne devrait pas tarder à être parmi nous. Oussama Kébir, qui est membre de la coordination nationale du TDAH, que vous connaissez probablement, puisqu'on avait déjà fait une présentation l'an dernier sur ce groupe. Groupe qui est présidé ou dont l'animation est assurée par Étienne Camerer, sous l'égide de la FFA. De nombreux membres de ce groupe sont justement dans la salle actuellement. C'est un groupe qui a vocation d'essayer de faire bouger les lignes un peu dans le monde du TDAH, parce que comme vous le savez, le TDAH est un trouble qui est très sous-diagnostiqué, pourtant très prévalent, que ça soit dans l'enfance, mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse, dans les centres d'addictologie à l'âge adulte. Donc un trouble très sous-diagnostiqué, évidemment sous-traité également, puisque actuellement aucune AMM n'est prévue pour traiter le TADA adulte. Dans nos travaux, donc, on est en train d'essayer de terminer un texte dont les dernières retouches ont été faites hier. Nos recommandations, évidemment, sont que le diagnostic soit plus largement, puisse être fait très largement, à la fois en XAPA, mais aussi en libéral, que la cotation de ce diagnostic puisse être prévue et évidemment que les AMM puissent être fournis pour pouvoir traiter convenablement cette patientèle, mais aussi, on demande aussi le remboursement des psychothérapies et des actes d'ergothérapie, des TCC, nécessaires justement à la prise en charge non médicamenteuse de ce trouble en association avec le méthylphénidate, puisque pour l'instant, nous n'avons que le méthylphénidate à disposition, bien que l'AMM ne soit pas encore établie. Mais on le sait depuis longtemps, il existe beaucoup d'autres médicaments qui sont intéressants pour traiter le trouble du TADA, la tomoxétine, la liste des amphétamines, la guanfacine, qui existent chez certains de nos pays voisins, notamment en Espagne. Carlos nous en dira un mot. Mais pour l'instant, on peut dire qu'on est en retard par rapport à la plupart des pays européens. Et la situation actuelle, évidemment, ne nous est pas favorable, puisque pour faire bouger les lignes, actuellement, c'est assez compliqué, puisque la majorité des efforts sont dédiés justement à la crise sanitaire actuelle. A priori, la présentation est arrivée, donc on va pouvoir commencer par le premier intervenant, donc le professeur Carlos Roncero, professeur de psychiatrie à Salamanque, que vous connaissez probablement très bien puisqu'il est venu plusieurs fois ici à l'Albatros. Il est vice-président de la Société espagnole de pathologie duel. C'est un chercheur très reconnu dans le domaine. Il a écrit de nombreux articles, plus d'une centaine, sur pathologie duel et addiction. Il a été formé justement à l'école de Barcelone du professeur Casas, que tout le monde connaît ici. Et malheureusement, aujourd'hui, Carlos Roncero ne pourra pas être parmi nous, mais il est en visioconférence avec nous. Je vais lui céder la parole. Il est aussi membre du bureau exécutif de la WAD, qui est la World Association on Dual Disorders. Donc, sans plus attendre, je vais céder la parole à Carlos. Carlos, te vemos muy guapo, o sea que te vamos a dejar hablar. Tienes unos 40 minutos para podernos hablar. Hasta luego. Yeah, I don't need. Bonjour. Bonjour. First of all, I would like to. Tout d'abord, je souhaite remercier le comité d'organisation et tout particulièrement le professeur Benyamina et toute l'équipe de m'avoir invité
à m'exprimer devant ce congrès. Malheureusement, dans cette zone, dans cette époque du Covid, nous devons changer notre mode de fonctionnement, notre mode de communication à cause de cette infection. Donc, malheureusement, il n'est pas possible pour moi aujourd'hui d'être présent, d'être sur site à Paris. Je le regrette, mais au moins, nous pouvons donc quand même communiquer, nous pouvons partager des idées sur ce sujet très, très intéressant. La connexion qui existe entre le TDAH et le diagnostic duel. Les troubles duels. Voici les conflits d'intérêts. Et aujourd'hui, je ne vais pas vraiment trop évoquer les questions qui sont mentionnées ici. Suivant. Très bien. Tout d'abord, il est important que je vous explique qu'il y a 3 ans, j'ai quitté Barcelone pour aller à Salamanque. C'est la nouvelle région dans laquelle je travaille, dans un service psychiatrique. Nous avons différents hôpitaux dans cette région de Salamanque, y compris une section qui s'occupe en particulier des troubles duels et des liens avec la drogue. Donc, je vais donc m'exprimer sur la dépendance sur les substances dans le cadre de troubles duels. C'est une question qui m'intéresse depuis des années. Je vais vous faire part de la recherche à laquelle j'ai participé et de ce que je fais donc avec ma nouvelle équipe. Salamanque est une région avec quelques 360 000 habitants, région de Castille et Léon. C'est une cité universitaire. Nous avons donc environ à peu près 30 000 personnes qui viennent de l'extérieur, principalement, qui viennent d'autres endroits en Espagne, ou même d'autres pays européens, d'Amérique latine, principalement. Donc l'activité principale de la ville de Salamanque, c'est en fait son université. C'est pas vrai à 100%, mais en tout cas, la moitié de la ville est constituée d'étudiants, de professeurs et de personnes qui travaillent pour l'université. Donc ça conduit à une atmosphère très agréable, mais dans cette époque de Covid, nous avons beaucoup d'étudiants qui font quand même la fête et donc une prévalence très élevée de Covid. Nous sommes dans cette situation qui est regrettable à cause de tout cela. Pour en venir au domaine de la psychiatrie et du TDAH, nous commençons à faire la recherche dans ce domaine particulier que j'ai évoqué. Alors, je vais vous dire que nous avons des personnes qui souffrent de TDAH et en plus de cela, nous avons les mêmes patients, la même partie de la population qui utilisent des drogues. Quand je parle d'usage de drogue, ça veut dire donc je fais appel au concept de dépendance modérée, usage modéré à sévère, et avec tout un tas de drogues d'ailleurs. Je voudrais faire état du fait que cette association, alors il y a une prévalence élevée, que je vais vous montrer d'ailleurs par des chiffres, et puis cette question a une pertinence clinique très importante. C'est un sujet à la une, un sujet très chaud, et je vais vous montrer pourquoi. En termes de prévalence, il y a différentes recherches qui ont été faites. J'avance l'idée que la prévalence est d'entre 15 à 20% des personnes souffrant de dépendance, de toxicomanie, qui présentent également un TDAH. C'est donc une partie importante de tous nos patients. Cependant, et
Diapo suivante. Le diagnostic n'est pas facile à poser. Les outils de dépistage que l'on peut utiliser, les outils de screening, de criblage que l'on peut utiliser en ville, dans un milieu hospitalier, dans les cliniques, produisent beaucoup de faux positifs. Comme vous voyez avec le dépistage, nous détectons pratiquement 21%, 22% de la population dans cette étude. Dans cette étude, d'ailleurs, on faisait la recherche sur l'alcoolodépendance et sur la dépendance à l'alcool plus une autre drogue. Donc, on peut dire que la prévalence a diminué un petit peu, mais tout de même, elle est quand même considérable. Pratiquement un patient sur 5 que nous traitons présente également un TDAH. Probablement que nous ne les détectons pas tous et que nous ne les traitons pas tous. Et c'est un des problèmes auxquels je vais m'adresser maintenant, parce que les cliniciens doivent se concentrer principalement sur la détection et après sur le traitement de ces personnes. Alors, pendant cette période, nous ne pouvons pas être certains à l'heure actuelle que cette prévalence qui va de 15 à 20% représente véritablement la réalité. Néanmoins, et diapo suivante. De plus, les patients, nous devons songer si s'ils sont utilisateurs d'une seule substance ou de polysubstances. Mais pour les patients alcooliques, il y a pas mal d'études, une recherche importante qui est faite parce que probablement c'est plus facile d'inclure les personnes alcoolodépendantes. Mais pour d'autres études, pour d'autres types de drogues, il y a moins d'études qui sont faites. Et il y a un manque d'informations. Récemment, nous avons comparé les patients qui arrivent, les personnes qui viennent à la clinique pour une dépendance au cannabis ou bien à une dépendance cocaïne plus cannabis. Et nous avons essayé de comparer, de voir s'il y a des différences cliniques ou s'il y a une pertinence de la substance qui est utilisée. La réponse est oui. Il y a beaucoup de différences. On faisait des études en utilisant le protocole avec l'entretien Conners, avec l'Europe Asie, avec le SCID 1, SCID 2, avec la SRS, l'échelle de Vender, de Barat, le FIDI, et puis donc l'échelle d'impulsivité de Barat. On essaie de comparer ces différents groupes. Dans notre recherche, et ça, c'est un grand échantillon. Plus de 1500 patients ont participé à cette étude. Et cette étude a confirmé la prévalence à hauteur de 15 à 20% de ces patients dépendants qui présentaient également un TDAH. Nous, 41 personnes plutôt étaient dépendantes au cannabis, 36 à cannabis cocaïne et 74 à la cocaïne seulement. La majorité de cet échantillon était représenté par des hommes, à 80% d'ailleurs. L'âge moyen c'était des jeunes de 32 ans environ. Ce que nous avons vu dans la recherche, c'est que le cannabis a un rôle plus important qu'on ne le soupçonnait. Le cannabis était conceptualisé comme une drogue mineure,
Cependant, il y a des conséquences qui sont plus graves que nous ne le pensons. Et tout d'abord, dans l'analyse, nous avons détecté plus d'années d'utilisation du cannabis dans ce groupe et de ceux qui utilisent la cocaïne et le cannabis les utilisent plus longtemps par rapport à ceux qui sont purement dépendants à la cocaïne. Donc là, c'est le principal diagnostic, bien évidemment. Dans cette analyse multivariée, nous avons détecté que l'âge plus jeune est survenu de ce trouble de dépendance dans le groupe cannabis. Et bien évidemment, le travail était affecté dans le groupe cannabis aussi bien que le groupe cannabis-cocaïne. Pour résumer, les diapos suivantes, pour résumer les conclusions de cette étude, nous pouvons dire que le groupe avec usage de cannabis présentait une sévérité plus importante quand on le compare au groupe cannabis plus cocaïne ou bien cocaïne uniquement. Le cannabis joue un rôle plus important que les personnes et même les professionnels ne le pensent lorsque l'on parle dans le domaine d'un trouble duel avec TDAH. Alors, le titre de ma présentation, c'est qu'est-ce qui se passe en ce qui concerne le TDAH et les troubles duels? Eh bien, est-ce que ce sont des sujets importants? Est-ce qu'ils sont pertinents? Oui. De ma part, c'est un sujet important et d'actualité, et ceci pour différentes raisons. Diapo suivante, s'il vous plaît. Tout d'abord, ça a une incidence sur la qualité de la vie. Ensuite, nous avons étudié dans cette étude la relation entre ces troubles duels et la qualité de la vie liée à la santé dans une grande population en Espagne de personnes dépendant aux substances. On a utilisé donc le questionnaire SF36 et en plus en utilisant le SCID1, SCID2, le score de Conners pour évaluer ce trouble duel. Et on essayait une échelle visuelle analogique pour mesurer le craving. Suivant. Tout d'abord, voilà, très bien. Tout d'abord, nous pouvons confirmer que la prévalence est d'entre 15 et 20% de personnes qui présentent ces troubles duels parmi cette population. La substance était différente. 20% des patients pour 20%, les personnes venaient à la clinique pour des opiacés, 30%, 28% pour la cocaïne, 40% pour l'alcool, pratiquement pour 10% le cannabis. Ça, c'était les raisons pour lesquelles ils venaient consulter. Comme vous voyez, il y a un échantillon différent de drogues en compte. Moins de 10%, c'était pour le tabagisme. Ce n'était pas la raison principale de consultation. Ils ne venaient pas vraiment en consultation chez nous pour arrêter de fumer. Néanmoins, c'est un autre facteur important. La population ici, c'est la population clinique typique. Il ne s'agit pas là d'un échantillon isolé et non représentatif. Nous avons découvert
Et je voudrais vous montrer différentes constatations, différentes conclusions de notre étude. Tout d'abord, la qualité de vie de ces personnes était moyenne, était médiocre. Elle n'était pas terrible, mais donc, dans le score de SF36, c'était un score de 40, 30-40, donc c'est moyen dans cette échelle. Et l'une des constatations les plus importantes, c'est que nous pouvons confirmer, grâce à cette étude, que 16% des patients présentent un trouble duel. Donc, ce trouble duel et ce diagnostic duel est commun. C'est une façon commune de présenter. C'est un tableau commun pour les personnes qui sont dépendantes. Donc, ils ont tous en plus un diagnostic axe 1 et plus ou moins tous d'entre eux souffraient d'un trouble de la personnalité. La qualité de vie à deux sous-échelles, qualité de vie physique d'une part et qualité de vie mentale, d'autre part une composante mentale. Alors, lorsque nous avons passé en revue ce qui était associé avec la composante qualité de vie mentale, le TDAH n'était pas le premier facteur qui intervenait. Il y avait donc essais suicidaires, il y avait anxiété, il y avait déficit, mais le TDAH n'était pas le facteur le plus handicapant. Comme vous le voyez, dans ce deuxième modèle qui étudie la composante mentale de ce diagnostic, le TDAH représente là un facteur plus important conduisant à une mauvaise qualité de vie. Et là, je parle de la composante mentale. Le TDAH joue un rôle important parmi ces patients car il est associé avec une mauvaise qualité de vie. Et je vais terminer ma présentation en vous disant qu'il faut traiter. Bien évidemment, on doit les détecter, mais en plus, il faut les traiter. Parce que si nous les traitons, probablement, nous allons améliorer la question de l'addiction, sans aucun doute. Nous allons améliorer également le TADA. Et probablement, en plus de cela, nous allons améliorer indirectement la qualité de vie de la personne. La qualité de vie de la personne a été étudiée au cours des dernières années, mais au cours de la dernière décennie, il y a quelques années, au contraire, les études manquaient. Et du point de vue des patients, probablement, la question de la qualité de vie est plus importante que l'abstinence d'une substance. On doit donc traiter les choses qui sont importantes aux yeux du patient. Alors, je vous avais dit la question que j'avais soulevée est est-ce que c'est important, cette question des troubles duels? Oui, c'est important. Un autre aspect qui est important, c'est le sommeil et les troubles du sommeil possibles. Il y a une relation entre le TDAH et les troubles du sommeil, entre les troubles du sommeil et les troubles duels. Mais il y a une relation circulaire bidirectionnelle entre ces trois facteurs qui interviennent. Alors, cette étude publiée très récemment a été exécutée par le groupe sous la direction de Sandra Coy.
a étudié l'impact conjugué des patients TDAH, des symptômes d'insomnie sur la qualité de la vie, la productivité et l'utilisation des soins de santé. Ce n'était pas une étude sur les patients dépendants à une drogue, mais c'est basé sur une population générale. La conclusion de cette étude que du point de vue de la qualité physique, il n'y avait pas de lien avec le TDAH. Mais lorsque on parle maintenant de la perte de productivité, de la qualité de vie, eh bien, il y a un lien entre les deux. Dans la population en général, il est important aussi de détecter les patients de TDAH parce qu'ils n'arrivent pas à fonctionner parfaitement au travail. Il y a un problème de productivité chez ces patients. Ensuite, lorsqu'on a étudié la relation qui existe entre les troubles duels et les troubles du sommeil, et là, ce n'est pas une recherche. C'est une recherche récente de mon groupe. Au contraire, les patients viennent dans notre clinique à Salamanque. Donc, il y a une clinique à la fois de jour plus une clinique où les personnes sont hospitalisées. À nouveau, la population était constituée davantage d'hommes que de femmes. Et les résultats de cette étude étaient ce auquel on s'attendait. On a confirmé que plus de 62% des patients qui avaient un trouble duel souffraient d'endormissement difficile, de fragmentation du sommeil, etc. Notre clinique est un centre de référence, un centre d'orientation, pas seulement pour Salamanque, mais c'est l'hôpital de référence pour toute la région de Castille et Léon. Et donc, c'est une étude naturaliste. Nous confirmons, grâce à cette étude, cette prévalence élevée du trouble duel et que ces patients qui souffraient de troubles duel avaient davantage de problèmes de sommeil. Ils souffraient donc de fragmentation, d'interruption constante du sommeil, difficultés d'endormissement, cauchemars. Les patients souffrant d'insomnie, en plus de cela, présentaient une dépression dans 67% des cas. Donc, il y a une relation entre la dépression, l'insomnie et l'utilisation de drogue, l'usage de drogue. On n'a pas détecté de relation particulière quant aux différents types de substances utilisées. Ensuite, sleep disorders are very frequent and important in the dual diagnosis patient. Les troubles du sommeil sont importants pour ces patients souvent de TDAH. Il y a une autre recherche que je n'ai pas le temps de vous présenter, mais il y a également des liens entre le sida, le TDAH, l'insomnie, et je n'ai pas le temps de vous la présenter. Alors, on a regardé donc les deux principaux facteurs, la qualité de la vie en premier, le sommeil, et ensuite la sévérité. Ces patients souffrent. Donc, les problèmes dont souffrent ces patients sont plus sévères lorsqu'ils conjuguent les deux problèmes, les troubles duels et le TDAH. Une recherche qui a été donc présentée par le groupe ICASA, présentant le résultat de ces activités pour les patients souffrant de troubles d'usage de substances et de TDAH. Alors, l'échantillon portait sur plus de 1000
200, pratiquement 1300 patients venant de différents pays, davantage d'hommes parmi cette population. Et cette étude confirme que la prévalence, entre 15 et 20% des patients utilisateurs de substances qui présentent également un TDAH de l'adulte. Ils ont confirmé qu'il y avait une association entre le TDAH et la sévérité plus grave de troubles d'usage de substances. Le TDAH était associé avec un nombre plus important de diagnostics aux dépendances, avec davantage de psychopathologie, davantage de dépendance, de polytoxicomanie, et présentant des risques de dépendance plus importants et des risques sociaux plus importants. Donc, oui, la question que j'ai posée tout à l'heure, est-ce que ceci est pertinent? Oui, parce que les patients ont probablement besoin de davantage de ressources. Cette question de la sévérité a été décrite précédemment par notre groupe lorsque nous avons étudié un échantillon de patients cocaïnomanes. La prévalence de TDAH était de 25%, un peu plus élevée que la prévalence normale du TDAH, mais ça peut s'expliquer peut-être parce que la drogue principale était la cocaïne. Donc, il est possible que la prévalence soit la même dans les autres sous-groupes de patients. Comme vous le voyez ici, nous avons pu associer. Nous concluons que les patients TDAH sont associés avec davantage de comorbidités psychiatriques, avec davantage de sévérité de l'addiction, plus d'alcoolodépendance, plus de personnalité et de troubles antisociaux. Je voudrais vous rappeler que les troubles de personnalité antisociale dans les patients dépendants de cocaïne a été associé avec des symptômes psychotiques si le patient souffre de TDAH. Donc, c'est encore une autre façon de montrer ces résultats. Je n'ai pas le temps de vous montrer cette recherche. Mais là, c'est encore un autre degré de sévérité. Ces patients qui souffrent de symptômes psychotiques. Donc, il y a une évidence de différence quant à la sévérité plus importante des patients TDAH dans cette population. Ensuite, eh bien, il est important d'évoquer un petit peu la question du traitement. Il a été décrit qu'il a une importance du multidiagnostic. Il faut donc qu'il y ait une approche de diagnostic multidimensionnelle, pluridimensionnelle. C'est très important pour détecter ces interactions complètes. Donc, pour le traitement psychosocial et psychopharmacologique. Mais si on se concentre sur le traitement psychopharmacologique, et ça c'est la diapo suivante, il y a, cette recherche a été publiée en 2008, il y a des preuves montrant que plus l'initiation du traitement est précoce chez les enfants avec le TDAH, plus il y a as better is going the follow-up, the evolution of the patient. But plus il y a de conséquences. When we do these questions, lorsque l'on pose la question, est-ce que les adolescents, les jeunes adultes devraient être traités? La réponse est oui. Est-ce que les patients dépendants aux substances devraient être traités? La réponse est oui. Mais aujourd'hui, je voudrais évoquer un peu ce qui se passe vraiment dans la vraie vie, dans la réalité.
two very recent research. Alors là, ce sont deux études très récentes, une provenant de la Norvège, l'autre d'Italie sous la houlette de Corrado Mani. Ces études disent la même chose. Dans la première, en Norvège, ils décrivent que la prescription de médicaments TDAH était faible parmi les patients, pour les patients dépendants aux opiacés, les personnes qui prenaient de la méthadone et autres. Ils ont conclu que ces patients ne reçoivent pas les médicaments nécessaires pour traiter le TDAH. Donc c'est un souci que l'on doit garder à l'esprit. Dans le cadre le groupe italien a confirmé la validité du traitement par stimulant par le TDAH. Donc on ne fait pas beaucoup de choses, mais ce que l'on fait, ça marche en fait. Voilà les résultats de ces études. Bien. Alors, le traitement devrait être mis en œuvre, première question. Mais une de mes conclusions de toute cette réflexion sur la question des troubles duels et du TDAH, c'est la question de la formation. Les médecins devraient être formés sur la façon de prescrire, sur ce qu'il faut faire pour empêcher le mésusage principalement des stimulants, qui est un des soucis que nous avons, bien sûr. Et il me reste encore 5 ou 10 minutes et je voudrais introduire maintenant un autre point important, en tout cas de mon point de vue. Et c'est le point suivant. L'usage de drogue, l'usage de drogue pour les femmes enceintes. Je voudrais partager des données sur le cannabis, parce que j'ai commencé ma présentation tout à l'heure en disant que le trouble d'usage de cannabis parmi les patients TDAH est associé avec la plus mauvaise évolution et avec des niveaux plus élevés des sévérités plus graves de la maladie. Donc, exposition prénatale au cannabis, puisque la mère fume du cannabis, et troubles mentaux et développementaux de l'enfant. Donc, il y a des différences en termes de conséquences qui se présentent à cause de cet usage. Nous avons passé en revue cette thématique récemment et si vous vous intéressez à l'utilisation du cannabis pendant la grossesse, je vous incite à lire cet article. Nous avons conclu il faut bien conseiller les femmes enceintes car il y a une relation entre exposition prénatale et développement de troubles mentaux plus tard dans la vie. Il n'y a pas énormément d'études en la matière, mais il y en a certaines toujours en cours. On a tendance à avoir de nouvelles publications tous les 2 ans, en fait. On peut conclure qu'il y a une relation entre exposition prénatale au cannabis et la présence de troubles neurocognitifs et psychiatriques dans la vie adulte, notamment par rapport aux troubles affectifs, anxiété, dépression et le TDAH. Donc, l'utilisation du cannabis est importante non seulement chez nos patientes, mais aussi par rapport à la prochaine génération et peut-être même la génération d'après. Comme je vous ai dit déjà,
Il faut bien conseiller ces patients et patientes. Et ces conseils doivent être prodigués non seulement dans les cliniques qui traitent ces troubles de l'addiction. Il faut que tout le monde explique à ces patientes qu'il faut éviter ces médicaments, ces drogues, y compris le cannabis. Parce qu'il y en a qui disent je ne consomme pas d'alcool, je n'utilise pas les opiacés, l'héroïne ou l'alcool, je ne fume pas. Et on oublie le cannabis qui a des conséquences. Ces études sont difficiles à mener. Souvent, ces femmes utilisent non seulement le cannabis, mais le cannabis plus la nicotine ou plus autre chose, même l'héroïne. Ma recommandation, c'est de conseiller ces patientes non seulement dans les cliniques qui traitent les dépendances aux différentes drogues. Il faut que les gynécologues, les généralistes prodiguent ces mêmes conseils. Prochaine diapo. Voilà les conclusions principales de ma présentation sur le TDAH et les troubles duels. Il y a beaucoup de TDAH chez les patients dépendés qui abusent et dépendent des substances par rapport à la qualité de vie, les troubles du sommeil, la sévérité de l'addiction. Les traitements de TDAH doivent être mis en place. Il y a différents traitements du TDAH chez les dépendants, ceux qui sont dépendants ou addicts aux drogues. Tout d'abord, il faut faire un bon diagnostic, il faut faire un dépistage, une bonne évaluation, et puis trouver le bon traitement. Ce n'est pas la cible lors de la première consultation, lorsqu'on débute avec un patient, mais il faut tout évaluer afin de bien traiter. Il y a des études qui proposent de ne pas attendre trop longtemps. Plutôt vous prescrivez un traitement, mieux il vaut pour la patiente. Il faut essayer de traiter ces troubles très rapidement. Quand la patiente vient dans une clinique ou est hospitalisée, bien sûr, il faut bien gérer le traitement. Une équipe multidisciplinaire est très utile. Il y a des formulations retard qui ont un grand rôle à jouer. Il y a des stimulants. De différents types. Les stimulants peuvent être utilisés sans trop de difficultés. Enfin, conclusion ultime, il y a des preuves concernant l'exposition prénatale et le développement d'un TDAH à l'âge adulte. Il faut bien conseiller les femmes enceintes. C'est important pour les patientes, c'est important non seulement pour les patientes que nous traitons, c'est important pour les enfants. In order that if the patient are a grandmother, they can ask to his son or his relatives about this. Il faut justement ADHD if they use drugs.
traiter le problème du TDAH, notamment chez ceux qui abusent des substances. Je vous remercie de votre attention et je pense que nous sommes pile à l'heure. Muchas gracias, Carlos. Merci beaucoup. Toujours pour cette intervention, toujours très très bien documentée, comme tu le fais à chaque fois. Alors, j'ai une petite question avant de passer la parole à la salle. Comme tu le sais, Carlos, on est assez démunis en France concernant le TDAH, puisque comme tu le disais, il est sous-diagnostiqué, souvent diagnostiqué mais assez tard, alors que tu faisais état qu'il serait important justement de le diagnostiquer dès la petite enfance ou au début d'adolescence, parce qu'on sait après, comme tu l'as montré, que ça a des répercussions importantes et handicapantes au niveau de nos patients arrivés à l'âge adulte. Ici, par exemple, lorsqu'on a fait un état des lieux lors de nos réunions de coordination du TDAH en France, il apparaissait que le délai entre le moment où il y a une demande de diagnostic et la mise en place du traitement pouvait être d'1 an, voire 2 ans dans certaines régions, ce qui paraît ahurissant quand on le dit comme ça. Est-ce que tu peux nous dire si en Espagne, le diagnostic est fait de façon plus systématique, l'accès au traitement se fait facilement, et dans quel cadre? Est-ce que vous avez ici, par exemple, on n'a que des molécules qui sont des dérivés du méthylphénidate. Est-ce qu'en Espagne, il existe d'autres molécules comme la guanfacine, la lys des amphétamines ou la tomoxétine? Est-ce que la prescription est liée exclusivement aux psychiatres hospitaliers, comme c'est le cas ici, ou aux neurologues, ou est-ce que la médecine générale ou les centres d'addictologie ont la possibilité de prescrire ces traitements? Well, many thanks, merci. Vous avez dit que vous aviez une question, mais en fait, j'en ai noté plusieurs de très intéressantes. Le processus diagnostique est difficile dans tous les pays, dont l'Espagne. En Espagne, il y a beaucoup de différences entre les régions et même à l'intérieur des grandes régions, entre les hôpitaux, car la formation n'est pas la même chez toutes les équipes. Il faut bien former nos internes, nos assistants en termes de TDAH, y compris dans les cliniques qui traitent les dépendances. Il faut bien former les professionnels dans le domaine de l'addictologie. Il faut bien les former par rapport au TDAH. L'utilisation des outils de dépistage peut se faire. Par exemple, quand les patients viennent chercher leur méthadone, ou même dans les salles d'attente, il y a les travailleurs sociaux et les autres membres de l'équipe qui peuvent déjà faire ce type de dépistage. Et évidemment, il y a de faux positifs, mais ça reste un très bon outil. Il faut 3, 4, 5 minutes. Et les questionnaires sont simples et les patients peuvent en général répondre sans trop de difficultés. Donc ce petit effort peut facilement être fait. Après, attendre 1 an ou 2 pour démarrer le traitement. Malheureusement, ce n'est pas que le cas en France, ça se produit ailleurs. Il faut réduire le délai du traitement, c'est mieux pour le patient. Ça, c'est important à dire. En Espagne, le traitement peut être prescrit par un psychiatre et parfois par d'autres médecins, par exemple, qui travaillent dans les cliniques. Dans les cliniques, il y a des généralistes, des psychiatres. Tout dépend de la région, en fait. Malheureusement,
Pas toutes les molécules ne peuvent être prescrites par les généralistes. Parfois, certaines prescriptions sont réservées aux spécialistes. Ça, c'est un autre problème que nous devrons régler pour dépasser ces obstacles. De mon point de vue, les autorités de santé ont peur qu'on utilise trop ces médicaments. Mais ça ne tient pas debout, ce genre d'argument. Il faut certes dépenser de l'argent pour rembourser ces médicaments, mais le prix n'est pas si élevé que ça. Ce ne sont pas des molécules extrêmement chères. Ceux qui ont une action en retard et agissent pendant longtemps sont certes un peu plus chers, mais marchent mieux. Je parle aussi des stimulants. Puis il y a les autres molécules que j'avais mentionnées. Il y a un petit risque de mauvaise utilisation, mais moins vous prescrivez de cachets ou de pilules par jour, mieux le patient va respecter le traitement. Certes, la situation n'est pas bonne partout en Espagne. Il faut surtout bien former les jeunes médecins. Ça permet de favoriser une prise de conscience, car ça c'est important. Si vous trouvez cette pathologie, bien sûr, vous allez pouvoir la traiter et le suivi sera d'autant mieux fait. Merci beaucoup, Carlos. Bon. Donc, on a du pain sur la planche, comme vous avez pu l'entendre. Est-ce qu'il y a des questions? Oussama, une petite question? Tu as des micros à ta disposition là. Merci de cette présentation complète et intéressante. J'ai une question concernant les troubles du sommeil et le TDAH chez l'adulte. Avez-vous des données concernant les niveaux de mélatonine chez ces patients TDAH? Faudrait-il donner de grandes doses de mélatonine, par exemple, chez ces patients TDAH afin d'améliorer leur chronobiologie? C'est une question intéressante. L'utilisation d'un autre médicament pour améliorer ces troubles du sommeil, notamment l'insomnie. La mélatonine peut être utilisée et on peut l'utiliser avec des stimulants ou d'autres médicaments employés pour traiter l'hyperactivité. C'est une bonne solution si on veut traiter les troubles du sommeil, notamment l'insomnie. Bon, les niveaux de mélatonine, je sais qu'il y a des études précliniques sur ces niveaux, mais je ne sais pas si ce sont des études chez l'être humain ou chez l'animal. Pourquoi est-ce que la mélatonine est un bon choix? Nous essayons d'éviter les benzodiazépams, car nous savons qu'ils peuvent être utilisés à des fins inappropriées chez ces patients dépendants. Évidemment, il faut éviter certains médicaments qui se prêtent à des abus chez ces patients-là. Il y a des médicaments qui présentent moins de risques que d'autres, mais pour l'insomnie,
they are not the best. So, on the hand, can be used long-acting, on the other hand, il faut éviter parfois les médicaments à action lente qui n'ont pas un très bon effet sur la concentration le lendemain, etc. Donc la mélatonine, pourquoi pas? Chez les patients dépendants des drogues, avec beaucoup d'abus de diazépam, la mélatonine a une activité moindre. Il faut trouver donc un bon équilibre et chercher peut-être d'autres substances. Par exemple, une faible dose d'antipsychotiques, le kétapine par exemple, ou des antidépresseurs. Des antidépresseurs pourraient être utiles pour traiter l'insomnie. Tazom, par exemple, même le mirtazapine. Évidemment, il ne faut pas oublier les effets secondaires possibles, notamment chez les patients qui ne mènent pas une vie très active. Donc, il y a différentes possibilités. La mélatonine est une bonne possibilité. Chez ces patients compliqués. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Oui. Allez-y, madame. Merci pour la qualité de votre intervention. Alors, j'ai vu que vous avez utilisé des tests statistiques très intéressants, ANOVA, qui testent. Est-ce que, au sujet de l'item consommation de cannabis et dans votre étude statistique, l'impact de la consommation de cannabis chez les patients sujets de mes usages, qu'ils soient hommes ou femmes enceintes, est-ce que l'impact est important sur l'item anxiété? Je veux dire, est-ce que les passages à l'acte hétéro et auto-agressifs sont plus importants ou moins importants lors des consommations importantes de cannabis, dans des perspectives actuelles où le cannabis peut devenir plus utilisé, plus ou moins mésusagé, voilà. So, your question about the relevance of cannabis. Vous parlez du cannabis. Is important. Et c'est vraiment important. J'ai essayé de vous montrer des statistiques concernant l'importance du cannabis. J'ai parlé des patients et de la prochaine génération. Bien sûr, il y a eu de nouvelles recherches et on a cherché à minorer l'importance du cannabis. On disait, bon, il n'y a pas de sevrage, il y en a qui prennent de la cocaïne. En même temps, ça c'est le premier pas. Il faut stopper l'addiction, mais aussi il faut évaluer, se poser des questions. Et il faut parler avec les patients de l'utilisation du cannabis aussi, parce que ça joue un rôle. C'est important pour le patient, la patiente et pour les enfants à venir, la prochaine génération. Ce que j'essaie de dire, c'est que nous devons poser ces questions aux patients et ensuite traiter. Parfois, par rapport au cannabis, on dit aux patients, il ne faut pas fumer le cannabis sans faire plus, sans analyse d'urine. Il faut voir si les analyses sont positives au cannabis. Il faut discuter avec les patients. Il faut leur parler de ces substances, sans oublier les autres, bien sûr. Et il faut expliquer les faits. C'est-à-dire
une plus mauvaise qualité de vie. Il y a ces différentes utilisations. Il y a l'impact négatif sur la qualité du sommeil, plus de troubles du sommeil. Certains patients fument en plus d'utiliser le cannabis pour traiter leurs troubles de sommeil. C'est comme s'ils utilisaient l'alcool pour améliorer les troubles du sommeil. Ça peut aider dans l'immédiat, mais ça peut poser des problèmes dans les semaines qui suivent. Ça aussi, c'est un point important. Le cannabis peut favoriser le développement de symptômes psychotiques chez certains patients, chez les cocaïnomanes par exemple. C'est un des facteurs justement qui ont été décrits dans différents échantillons. Donc, il faut conseiller le patient, dire si vous utilisez le cannabis, c'est une mauvaise idée. Vous aurez des complications supplémentaires, des états psychotiques, des symptômes psychotiques, une plus mauvaise qualité de vie. Merci beaucoup, Carlos. Le temps nous manque, malheureusement. Merci encore de ton expertise. On sait combien tu as été pionnier dans le domaine avec Miguel Casas et Jean-Jacques Desglons. Et à chaque fois que tu nous fais une intervention, forcément, tu ouvres de nouvelles perspectives et on te remercie. On espère t'avoir parmi nous lors du prochain Albatros qui aura lieu normalement en juin prochain et il sera couplé avec la WAD, donc tu n'auras pas d'excuses pour ne pas être parmi nous. Je te propose de ne pas raccrocher, reste parmi nous parce qu'on va passer à l'intervention suivante qui va nous être présentée par Oussama Kébir. Oussama Kébir qui siège aussi à la coordination nationale TDAH dont je parlais tout à l'heure. Il est praticien hospitalier à Sainte-Anne et il est aussi investigateur principal d'une unité INSERM, physiopathologie et maladies psychiatriques. Il va nous parler des enjeux thérapeutiques des comorbidités. Tu as la parole, Oussama. Alors, mon premier mot, c'est pour exprimer une vive émotion à la vue du portrait du professeur Reynaud. Sa disparition soudaine et inattendue nous a plongé dans un moment de déréalisation. C'est vrai, il n'est pas là, mais je pense que via l'Albatros, on voit son héritage et on voit toute l'estime qu'on a pour lui et pour son enseignement et pour son militantisme pour une addictologie moderne et au service des patients. Mon deuxième mot, c'est pour remercier Amine Benyamina de m'avoir invité à présenter cette présentation. Alors, quand on s'intéresse à la question comment traiter le trouble déficit de l'attention hyperactivité chez l'adulte avec des comorbidités addictives, c'est le désert. Il y a 3 niveaux d'information, il y a 3 sources de savoir pour qu'un praticien puisse aider ses patients et les traiter. L'evidence-based medicine, c'est les méta-analyses, les revues par les experts, les essais cliniques bien conduits. La deuxième source de savoir, c'est le savoir neurobiologique et étudier les corrélations entre ce qu'on sait des perturbations neurobiologiques et de la clinique. Et le troisième type de savoir, c'est l'expérience, c'est le partage d'expérience. Au sein de la coordination nationale, il y a énormément de partage d'expérience. Alors, je vais essayer, pendant cette présentation, il y a très peu de données evidence-based medicine, mais d'essayer de compiler au maximum ce que la neurobiologie peut nous aider au quotidien et un partage d'expérience. Donc, ce que je vais vous proposer, ce n'est pas des recommandations officielles, mais c'est surtout une grille de lecture, une grille de compréhension pour pouvoir aider vos patients. Et c'est très important de comprendre ceci parce que je comprends que certains d'entre vous peuvent prescrire ou commencer une prescription ou un traitement spécifique du TADA. D'autres, peut-être, ne peuvent pas ou ne souhaitent pas, mais comprendre comment ça se passe est très important parce que c'est un système de santé et comprendre, tous les acteurs doivent comprendre comment ça fonctionne, c'est très important pour les patients et pour la qualité des soins. Alors, comment je fais pour avancer ?
Alors, et combien j'ai de temps? 2 heures? 1 heure? Voilà. Bon, Amine a bien fait de choisir ce moment où l'attention naturelle va baisser. Et donc, c'est un challenge pour moi de capter votre attention. Je vais essayer de répondre à ces questions et je serai très heureux si ces questions peuvent être vraiment vite répondues, comme on dit à la fin de la conférence. Quelle est la place des psychostimulants? Comment? Quelle dose? Quelle forme? Combien de temps il faut les prescrire? Quelles sont les autres alternatives pharmacologiques dans le traitement du TADA, trouble d'usage de substances? Quelles sont les approches non pharmacologiques? Et comment soigner les comorbidités? Est-ce qu'il y a une hiérarchie des cibles? Est-ce qu'il y a des variables de précision qui nous permettent de s'orienter vers une option ou une autre? Alors, je ne vais pas vous faire un rappel sur la clinique et comment diagnostiquer. Si on retient dans une seule diapo, c'est quoi le TADA de l'adulte? Ça engendre quand même un handicap fonctionnel et psychosocial très important, avec un impact sur l'individu, un coût social. Il y a des troubles attentionnels au premier plan, une altération de l'attention sélective, de l'attention soutenue, et des difficultés cognitives qui viennent se greffer sur ces troubles attentionnels, des défauts d'inhibition, des troubles de la mémoire, parce que tout simplement, si on est inattentif, on ne peut pas noter un rendez-vous, on l'oublie, des problèmes exécutifs, on a du mal à résoudre des problèmes, à hiérarchiser les questions à traiter, des difficultés de prise de décision, on a des difficultés, ce qu'on appelle du shifting ou de la flexibilité cognitive, alterner entre hypothèse 1, hypothèse 2 et puis choisir, et puis une désrégulation émotionnelle quand ça touche la gestion des émotions, des conséquences négatives du trouble sur l'estime de soi et sur la qualité des relations interpersonnelles. Et il faut se rappeler toujours que c'est un trouble neurodéveloppemental, c'est un trouble développemental, donc c'est une trajectoire. Quand on reçoit des gens qui se plaignent de ces symptômes-là, il faut essayer de se projeter dans le temps, de faire une marche arrière, de dérouler les années, de comprendre comment ça a évolué. Et puis c'est un trouble cognitif, et donc du coup il faut s'intéresser à la cognition du sujet et comment cette cognition est perturbée. Alors, ce graphe, en fait, montre l'évolution de 4 dimensions de symptômes au sein du trouble de déficit de l'attention et hyperactivité, en commençant par l'âge préscolaire jusqu'à l'âge adulte. Ce que vous voyez, ces 4 graphes, en fait, suivent une courbe dans le temps. Ces 4 courbes s'appliquent en général à des groupes, à l'ensemble des patients diagnostiqués avec un déficit de l'attention à l'âge préscolaire. Et donc, on voit que l'hyperactivité et l'impulsivité ont tendance à diminuer avec l'âge, donc du coup on s'assagit, on est moins agité, moins impulsif à l'âge scolaire, à l'adolescence et à l'université. Les problèmes d'inattention persistent et les comorbidités commencent à apparaître dès l'adolescence. Alors c'est très intéressant pour la littérature, mais il faut appliquer ce graphe par individu, parce que chaque individu est particulier par sa singularité. D'abord, vous recevez des gens dans des XAPA ou dans des consultations spécialisées ou dans des consultations de psychiatrie, ils sont déjà adultes, certains ont eu un diagnostic ou une évocation de diagnostic, d'autres vous allez faire le diagnostic et probablement il faut reconstruire cette courbe, voir. Donc ce n'est pas ici une règle générale, on peut avoir d'une inattention avant et elle persiste, on peut avoir de l'inattention qui disparaît, on peut avoir des comorbidités très tôt, donc tous les cas de figure sont possibles. Et quand je dis qu'il faut s'intéresser aux trajectoires, il faut essayer de tracer les trajectoires de ces 4 dimensions pour chaque individu qu'on va suivre. Alors, et puis dans cette trajectoire-là, on va essayer d'identifier un moment, ce que j'appelle la décompensation cognitive. Ces personnes qui ont un trouble difficile de l'attention et hyperactivité ont eu des difficultés éducationnelles. Alors, parfois, est-ce que ça s'est présenté à la maternelle? Est-ce que c'est à l'élémentaire? Est-ce que c'est le passage au collège? Est-ce que c'est la deuxième partie du collège? Est-ce que c'est le passage à la seconde? Et ces moments de passage sont des moments très importants à examiner parce que c'est des moments de maturation cognitive, c'est des moments où ce qu'on demande à l'enfant ou à l'individu comme charge cognitive, comme travail cognitif et ses capacités attentionnelles qui sont limitées, il y aura un déséquilibre. Et au moment de ce déséquilibre-là, ou au moment où les stratégies que la personne a mis en place pour compenser son trouble, ces stratégies n'arrivent plus à compenser. Et donc, à ce moment-là, on voit la rupture. La rupture peut se faire à l'université, elle peut se faire même tardivement à l'internat, par exemple. On a vu des médecins fonctionner, ils ont un TADA, un très bon niveau, mais quand on arrive à l'internat, ça devient compliqué parce que les besoins et les contraintes cognitives et émotionnelles et sociales, bien sûr, sont tout à fait différentes de la DSM-3 ou DSM-4. Donc, du coup,
Plus d'aide, plus de support, des cours aménagés, redoublement, plus d'échecs scolaires. À quel moment c'est devenu difficile? À l'âge adulte, les problèmes de gestion de temps, les problèmes organisationnels, d'autonomie. Quand un jeune quitte le domicile parental, c'est un changement. Donc, il est aidé, il est coaché en quelque sorte. Il est lâché dans la nature. Est-ce que quand il est lâché dans la nature, il a pu s'adapter, ses capacités d'adaptation, de compensation ont pu gérer, ou est-ce que là, il s'est retrouvé complètement en difficulté et source de grande désorganisation et de souffrance? Alors, les difficultés financières aussi, il y a plein de nœuds, une séparation, parce que tout simplement le compagnon était un coach financier, un coach social, un coach organisationnel, un coach cognitif. Et il y a une séparation avec cette copine-là, c'est parti en cacahuète avec des consommations et avec énormément de symptômes et de souffrances. Moindre performance de conduite automobile, poser la question, le permis, le feu rouge, le style de conduite, les infractions routières et l'accident, c'est très instructif. Alors, et il faut savoir quelle auto-adaptation a fait chaque sujet pour ses propres symptômes. Les gens qui ont un TADA, ils ne savent pas qu'ils ont un TADA. Alors certains peut-être ont été diagnostiqués tôt, certains ont des parents informés, mais beaucoup de personnes ne savent pas. Ils ont du mal à se repérer par rapport à la normalité. Et donc du coup, ils vont développer petit à petit des skills, des compétences. Ces compétences, elles peuvent être sociales, organisationnelles, attentionnelles, motrices, psychopharmacologique. Quand on regarde dans les compétences sociales, la ponctualité, il y a des gens qui sont hyper rigides, très ponctuels. On dirait que ce n'est pas des TADA, c'est des obsessionnels, mais en fait, c'est des data, mais c'est leur manière de se protéger contre le retard et contre l'oubli. Examinez les agendas de vos patients. Parfois, vous avez absence totale d'agenda. Vous avez, c'est classique, la patiente qui arrive avec 3 agendas. Un énorme format A3, un A4, un A3, un pour l'école, l'autre pour les copines et l'autre pour la... Voilà. Et c'est cette capacité ou incapacité ou cette réponse un peu exagéré qui traduit un trouble exécutif qui fait le diagnostic parfois. Et donc, il fait partie aussi d'une stratégie de compensation. Donc, éviter les contraintes, éviter les rendez-vous, ça peut être une stratégie. Dans les stratégies organisationnelles, est-ce qu'il utilise le téléphone? Est-ce qu'il met tout sur un papier? Est-ce qu'il y a des post-it? Est-ce qu'il y a des structures rigides? Parfois, les gens sont protégés par des organisations très, très rigides. Parfois, il y a des guidances parentales qui ont été mises en place à l'enfance et l'adolescence avec une rigidité extrême, que c'est vrai, la personne ne bouge pas du tout de la table, ne quitte pas, mais c'est un style éducatif extrêmement rigide. Et dès que cette rigidité, dès qu'on soulève un petit peu le couvercle de la marmite, ça explose. C'est au moment de l'adolescence et on voit la désorganisation. C'est pas qu'une crise d'adolescence, c'est la personne n'est plus guidée et sur le plan cognitif, elle est perdue. Sur le plan moteur, l'activité physique, le sport, le patient qui vous dit « moi je fais 10 km avant de venir vous voir en consultation pour me poser ». Le confinement est une malheureuse épreuve, mais sur le plan clinique à exploiter, à explorer comment les gens font, et ça permet aussi ça a une grande sensibilité, spécificité. Et revenons à la psychopharmacologie, oui, les personnes qui ont un TADA sont des psychopharmacologues parce qu'ils vont rencontrer des produits qu'ils vont utiliser dans des stratégies de compensation de leur déficit cognitif, et les produits arrivent dans ce contexte-là. Et c'est comme ça qu'on les rencontre. Je parle dans un setting, dans un modèle addictologique, qui est très fréquent chez l'adulte. Alors, je vais pas refaire la littérature, professeur Roncero bien expliquer un peu la fréquence de la comorbidité dans certaines études qui montrent 1 patient sur 4 parfois qui demande des soins pour un addicto, il a une forme de TADA ou des symptômes de DATA. Les psychiatres qui ne sont pas addictologues mais qui se rendent compte aussi qu'il y a quelque chose derrière, qu'il y a des produits, qu'il y a des consommations incontrôlées. 3 diapos, je vais parler de quelques observations cliniques qui vous doivent mettre un peu la puce à l'oreille. Dans cette étude, par exemple, c'est une étude où on a tout simplement screené des forums d'utilisateurs de cannabis, où on voit que le cannabis peut être perçu comme thérapeutique dans le sens un effet pro-cognitif sur l'attention, sur la concentration. Ça améliore parfois une certaine agitation interne psychique. Ça peut calmer aussi une tendance à l'hyperactivité physique. Quand on regarde par rapport à la cocaïne ou les amphétamines, souvent ça peut être décrit un effet sédatif paradoxal par rapport à l'entourage. C'est classique, la personne vous dit dans une soirée, tout le monde saute au plafond après quelques rails, et moi je suis calme, je suis en connexion avec les autres et la musique, mais je suis plutôt calme. Ça me fait dormir chez certaines personnes. Un effet dreamer, rêveur, ralentisseur, plutôt paradoxal par rapport à ce qu'on se connaît, un produit plutôt stimulant. Un effet calmant, un effet hyperactivité, et parfois on identifie un effet anxiolytique dans les relations sociales. Pour l'alcool,
c'est des consommations impulsives, c'est des sujets qui sont des gros buveurs, sans qu'il y ait une situation de récompense ou de soulagement. Alors j'ai mis IDS30, c'est une échelle que j'aime beaucoup, qui permet d'inventorier toutes les situations à risque quand on consomme avec excès. Grosso modo, il y a des situations avec excès quand on attend une hyper-attente de plaisir, des consommations avec excès quand on a un manque, une recherche de soulagement. Et ben chez les TADA, souvent on trouve des grosses consommations sans qu'il y ait une attente de plaisir, sans qu'il y ait vraiment de l'anxiété du manque. Et c'est vraiment de l'impulsivité. On voit plus fréquemment des hépatites chez des jeunes, des pancréatites précoces. Et plus généralement, concernant les produits, c'est la recherche de sensations, c'est les expérimentations plus, ça veut dire recherche en ligne, mix de produits, cocktail de produits de synthèse. C'est vraiment très fréquent chez les sujets qui ont un TADA. Alors, par contre, ne pas oublier, un consommateur qui a un TADA est un consommateur de substances comme les autres aussi. Donc, c'est très important que vous réalisez ceci. Moi, je reçois à ma consultation beaucoup de patients où il n'y a pas ces symptômes-là, mais parce qu'on a évoqué le TADA, il n'y a pas de prise en charge addicto et c'est le TADA. Non, un consommateur, il a les utilisations abusives, régulières, à forte dose, seul ou combinées, sont des facteurs de très grand risque pour développer une perte de contrôle, pour développer un craving, la recherche de l'effet hédonique, l'évitement du manque, tous les symptômes de sevrage, de l'anxiété secondaire, se retrouve, c'est le juge TADA. Et donc du coup, c'est pas parce qu'on ne retrouve pas ces effets que j'ai décrits que ce n'est pas un TADA. Mais également, si on est TADA, on a le droit aussi d'être également avec tous les symptômes de la dépendance, du craving, de l'anxiété et du manque. Et donc du coup, ne pas éliminer systématiquement à la fois le diagnostic, mais pas également ne pas s'engager dans une prise en charge en disant non, il doit être traité pour qu'on puisse sortir des addictions. Voilà, il peut y avoir une vraie addiction, dépendance à l'alcool, au tabac, chez le sujet TADA. Alors, l'usage de substances, quand évaluer ? Alors, la démarche diagnostique, elle est compliquée par les effets de la substance, les effets de l'intoxication, les effets du sevrage. Les symptômes de TADA sont soit supprimés, soit induits par la substance ou par le sevrage. Et donc, l'agitation, l'impulsivité, les troubles de la concentration et la fébrilité vont se retrouver dans ce carrefour entre troubles de l'attention et troubles de l'usage et le cortège symptomatique. Le diagnostic peut être fait à la phase de recherche de soins pour une addiction très tôt, mais il est très important de le réévaluer après une longue période. Alors, longue période, ce n'est pas des années, c'est 2 mois, 3 mois de reprise de contrôle, de réduction des consommations ou d'abstinence. Une étude publiée en 2017 a montré qu'il y a une bonne stabilité du diagnostic, 95%, c'est-à-dire vraiment pratiquement tous les diagnostics persistent et les symptômes aussi, dans le temps, sur 3 mois. Le sous-type devient moins stable, des formes inattentives paraissent impulsives et vice-versa. Ça, ce n'est pas important, mais le diagnostic reste très stable. Alors, la prise en charge, donc approche globale, multimodèle et dans le cadre d'un suivi addictologique. Alors, on va expliquer, je vais détailler parce que ça peut sonner creux. Et surtout, j'insiste sur l'approche personnalisée parce qu'il n'y a pas un sujet TADA qui ressemble à un autre, parce que chacun a sa trajectoire, parce que chacun a eu sa stratégie de compensation, parce que chacun ça a eu un nœud où le moment ça a basculé, et parce que chacun a eu une rencontre avec un produit. Et donc du coup, tous ceux qui font de la psychiatrie, tous ceux qui font de la dictologie, tous ceux qui font de l'accompagnement connaissent cette singularité. Et pour le TADA, il n'y a pas de raison aussi de ne pas avoir cette singularité. Et l'importance des facteurs motivationnels. On ne peut pas soigner des gens qui ne veulent pas se soigner, ou il faut un travail motivationnel. Et parfois, ce travail motivationnel, vous le connaissez, donc un sujet qui a un TADA, qui a un trouble d'usage de substances, et bien aussi, il faut prendre la peine de faire le travail, les entretiens motivationnels, pour l'amener à cette réalité, cette compréhension de son trouble et de l'importance de la prendre en charge. Alors, quand je dis dans la personnalisation de la prise en charge, je vous propose cette horloge-là. Tous, on en a dans notre tête une sorte d'horloge où on a notre emploi du temps sur les 24 heures. On sait tous qu'est-ce qu'on fait, à partir de quel moment on se réveille, quand est-ce qu'on est attentif, quand est-ce qu'on prend le café, quand est-ce qu'il faut passer des coups de fil, quand est-ce qu'il ne faut pas les passer, quand est-ce qu'il faut manger, quand est-ce qu'il faut aller aux toilettes. On a une sorte d'horloge qui est dynamique, qu'on a forgée, qui tient en compte de notre état de fatigue, qui vient de notre état de motivation. C'est pas le samedi, c'est pas le dimanche, c'est pas le lundi. Et les fonctions attentionnelles sont très importantes dans la gestion de cette horloge. À la fois parce qu'on sait qu'on a de l'attention, on sait que notre attention, c'est une ressource limitée dans la journée. On ne peut pas être attentif 24/24. On est attentif 3-4 heures. Et on sait, par exemple, quand on est étudiant, quand j'étais étudiant en médecine, l'anatomie, ça a besoin de récitation, donc je fais ça le matin. La physiologie, il faut comprendre les interactions, c'est l'après-midi, parce que je suis quelqu'un plutôt d'après-midi, pas du matin. Et chacun a
en fonction de ses capacités, adapter son emploi du temps. Voilà. Quand on voit, par exemple, dans le monde professionnel, il y a des personnes qui veulent vraiment abattre du travail le matin pour faire les réunions, pour dormir l'après-midi. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent se réveiller qu'à partir de 15 heures, et c'est les gens qui rentrent à 21 heures parce qu'ils ont besoin de ce créneau 18-21 heures pour vraiment être efficients. Alors, les gens qui n'ont pas de TADA ont pu développer cette horloge interne. Les gens qui ont un TADA, ils ont du mal avec cette horloge. Et souvent, cette horloge, elle est complètement dérégulée. Ils ne savent pas, quand ils vont réviser, c'est très compliqué. Ils ne savent pas hiérarchiser et ils n'arrivent pas à coïncider ce que j'appelle les fenêtres de tir attentionnelles. Quand est-ce qu'on est attentif, on a plus de chances d'avoir attention, et quand est-ce qu'il faut mettre la bonne charge cognitive à ce moment-là. Alors, également, j'ai posé une question sur la mélatonine. L'attention est une fonction chrono-contrôlée. Donc, du coup, on sait, avec une mauvaise nuit de sommeil, le lendemain, on est dans le vase. Et quand on dit dans le vase, on est des temps de réaction réduits et on n'est pas bon sur le plan de l'attention. Quand on prend des benzos, c'est pareil. Quand on fait une soirée jusqu'au matin, on sait comment ça se passe sur le plan cognitif. Et le problème, c'est que les sujets qui ont un TADA ne le savent pas. C'est aussi simple, ne le savent pas. Et prendre conscience de ça, prendre conscience avec vous dans un travail d'accompagnement vers le changement, en expliquant quels sont, que ne pas prendre en compte ces facteurs-là, c'est un facteur, c'est un obstacle au changement, c'est très important. Donc, la méconnaissance du sujet dans son propre handicap cognitif, la méconnaissance ou l'absence de compétences, parce qu'on a grandi avec ça, on n'a pas su s'adapter, c'est des obstacles au changement. C'est des obstacles au changement en addicto, c'est-à-dire de quitter les produits, mais c'est un obstacle au changement aussi pour se soigner. Parce que les drogues, parce que les produits, en fait, sont venus interférer avec ceci. Et donc, que ce soit l'alcool pour calmer une hyperactivité, que ce soit le cannabis pour être mieux focusé, que ce soit la cocaïne pour se booster, pour mieux travailler, vous voyez comment les produits sont consommés en plus de leur effet hédonique, bien sûr, ou de leur effet du manque, ou pour l'effet calmant, ils sont utilisés comme des drogues pro-cognitifs et qui permettent un temps, des mois, des années parfois, de gérer la situation jusqu'à un point de rupture. Donc, comprendre ceci, comment ces drogues, ces produits, ces usages ont pu aider le sujet TADA est très important parce qu'on met le point sur quelque chose, sur un nœud pour pouvoir changer. Alors, quand la substance joue un rôle cognitif, donc je redis, une adéquation entre la contrainte et la capacité attentionnelle chez le sujet qui a un TADA et qui a un trouble d'usage de substance. Il y a des fenêtres de tir attentionnelles pour lesquelles on va être performant, ils ne sont pas au courant, ils ne savent pas, et les aider dans un premier temps, quand ils réduisent le produit dans une approche addictologique classique, de contrôle de consommation, de réduction, d'abstinence, de sevrage, tout ce que vous voulez pour tous les produits, intégrer ces effets cognitifs, intégrer comment ils peuvent être mieux efficients sur le plan cognitif pour qu'ils ne puissent pas revenir au produit. Si la personne a toujours appris je laisse du travail, je procrastine, et puis je me fais une semaine cocaïne tous les mois. Avec cette semaine cocaïne, j'abats le travail de 2 mois. Si vous n'allez pas résoudre ce problème de contraintes cognitives, de capacité attentionnelle, de fenêtre de tir attentionnelle, on n'est pas sorti de l'auberge. Vous pouvez faire ce que vous voulez, il y aura toujours de la cocaïne en fin de mois parce que j'ai laissé du travail s'accumuler d'une manière incroyable. Le style et les techniques motivationnelles, tout ce que vous savez faire en addictologie, c'est ce qu'il faut faire. Et la fonction de coaching. Donc, j'ai bien expliqué que les sujets qui ont TADA, parfois, on a besoin de les rappeler pour le rendez-vous. Ce n'est pas tant qu'ils oublient, mais il faut un peu les motiver. L'importance des pères aidants, c'est souvent la famille, mais la compagne. Alors, comment faire au sein des équipes, comment inventer cette fonction de coach, comment l'intégrer, c'est très important. Alors certains peut-être ont la chance, peuvent l'avoir, d'autres non, mais avoir cet outil, alors ça peut être aussi un outil numérique qui peut rappeler, qui peut inciter, c'est quelque chose à prendre en compte aussi. Alors, l'hiérarchie du traitement d'un sujet qui est un trouble déficit de l'attention, hyperactivité et un trouble d'usage de substances. Donc, vous avez une sorte de pente glissante. On commence par, il faut commencer par soigner les addictions, les troubles d'usage, avec les objectifs du patient, réduction, contrôle, abstinence, tout ce que vous voulez. S'il y a des troubles de l'humeur, il faut les soigner. S'il y a des troubles anxieux, il faut les soigner. Et souvent, malheureusement, les soins s'arrêtent souvent à ce moment-là. On a soigné tout ça et puis on n'attaque pas le fond du problème et le TADA. Alors, c'est très important qu'il y ait cette hiérarchie, mais c'est très important aussi de prendre en compte et de traiter ou de commencer déjà à reprendre le contrôle sur les addictions avant de commencer de traiter le TADA. Alors, pharmacothérapie du TADA.
Je vais vraiment, si vous, c'est très important de retenir cette diapo. J'ai simplifié au maximum tout en tenant compte un peu du rationnel neurobiologique. Si on le comprend, ça facilite extrêmement l'algorithme dans votre aide de la prescription. Le traitement du TADA, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Il y a des problèmes neurobiologiques. J'ai essayé de les simplifier ici. On a des acteurs qui vont rentrer sur la scène un peu neurobiologique. On a 2 neurotransmetteurs, dopamine et noradrénaline. D'accord ? On a 4 récepteurs, 2 récepteurs dopaminergiques D1 et D2, 2 récepteurs noradrénergiques alpha 2,1 et alpha 1. Et si vous devez retenir qu'un seul, D1 et alpha 2,1. Vous avez 2 modes de sécrétion, la sécrétion phasique et la sécrétion tonique. Et on va revenir. C'est un point central pour le traitement du TADA et la compréhension du traitement. Et on a 3 circuits, un circuit cingulaire antérieur, un circuit un cortex orbitofrontal et un cortex médial préfrontal. Ce n'est pas important si vous ne le retenez pas. 2 transporteurs de ces 2 catécholamines, le transporteur de la dopamine et le transporteur de la noradrénaline. Et puis une règle du jeu, dans ce terrain-là, c'est la loi en U inversée. Je vais expliquer. Alors, combien de temps? 2 minutes? Oui. 2 minutes. Vous allez rater le cours. Bon, le circuit, donc je passe rapidement. Les sécrétions et les récepteurs, donc on a 2 types d'actions. On a une action phasique, une action tonique. L'action phasique, c'est-à-dire c'est une sécrétion qui augmente dans le temps, qui reste une phase et qui descend. Elle est très importante pour l'apprentissage, pour traiter un signal qui arrive. Cependant, quand elle est très très forte, elle va solliciter au niveau du nucleus accumbens les récepteurs D2 et elle va donner de l'euphorie et de l'abus. C'est ce qu'on a avec la dopamine, avec les psychostimulants, ou la cocaïne, avec l'amphétamine, avec l'alcool, avec tout ce qui ramène à une euphorie. Et pour les récepteurs noradrénergiques, quand on a de l'alpha-1, on a une baisse du traitement de l'information. L'action tonique, c'est une action pas phasique, qui est permanente, qui permet de faire l'attention soutenue et de pouvoir avoir une efficience du traitement de l'information. Et elle est très importante au niveau du cortex préfrontal. Alors, la loi en U inversé, c'est cette courbe en U inversé qui lie un peu entre la fonction dopaminergique et la fonction cognitive. Nous sommes tous là au milieu, c'est-à-dire des grandes variations de notre fonctionnement dopaminergique s'accompagnent de variations plus ou moins pas très importante de notre fonctionnement, de notre optimisation. Par contre, vous voyez les 2 branches, lorsqu'on part sur la branche, il y a très peu de fonctionnement dopaminergique, les performances baissent très très rapidement, et lorsqu'on augmente un peu le fonctionnement dopaminergique à l'extrême, les performances ne vont pas augmenter au-delà. Alors, quand on se réveille le matin, quand on est un peu dans le vase, on est dans la première branche, on prend un café et on monte un petit peu. Le sujet qui a un trouble déficit de l'attention et hyperactivité, il a un souci, c'est pas dans le vase, il a besoin d'un café, il est constamment dans la branche où il a très peu de fonctionnement dopaminergique et la moindre petite variation de sa fonctionnement dopaminergique fait des variations très importantes de son fonctionnement. Alors, on peut interpoler ceci, extrapoler pour tous les 2 types de récepteurs, dopamine et noradré. Et donc, quand on est fatigué ou quand on a inattentif, on a ce pattern de sécrétion qui est très faible. Quand on a une sécrétion à l'extrême, on a ce que l'on appelle ces sécrétions phasiques, c'est-à-dire énormément de dopamine. Et il faut savoir, quand on a un excès de dopamine, on n'a pas de bonne performance cognitive. Et c'est ce qu'on rencontre dans les TADA. Il y a 2 formes, grosso modo, de TADA. Il y a des TADA où des sujets qui ont un déficit dopaminergique et noradrénergique de base, et puis des sujets qui ont été exposés aux produits, à l'anxiété, au stress, aux variations d'humeur, aux agressions, et ils réagissent, et ils développent une hyperdopaminergie due au stress qui est aussi délétère. Alors, du coup, dans les 3 circuits, ça va donner les symptômes, l'inattention, l'impulsivité, l'hyperactivité. Souvent, donc, vous avez soit cet hypofonctionnement, cet hyperfonctionnement. Et on a ces 2 types de transmetteurs. Alors, pour les actions pharmacologiques de tous les produits qu'on a, c'est agir sur ces 2 récepteurs. On peut bloquer le récepteur à la dopamine et à la noradrénaline. Ce blocage peut faire rapide, d'une manière rapide et puissante, et on peut avoir une augmentation de la dopamine tonique, ce qui est bien, mais on peut avoir quelques pics phasiques. Rappelez-vous, ces pics phasiques sont responsables de l'euphorie. Et donc, du coup, on a tendance il faut les éviter quand on traite des sujets qui ont un trouble déficit d'attention avec un trouble d'usage de substances. C'est un blocage plutôt lent et soutenu sur la journée qu'il faut avoir pour une augmentation tonique. Alors, on peut bloquer... Je vais conclure, alors. Je suis désolé, je suis extrêmement désolé, mais je vais conclure. Alors, vous pouvez avoir des informations sur cet article-là.
Je conseille cette lecture, elle est très intéressante parce que ça explique les modules très très pratiques. Et un manuel qui est sorti par 3 collègues qui est extrêmement intéressant sur la prise en charge avec des cas cliniques. Et enfin, donc, la coordination nationale, donc extrêmement active pour faire avancer les soins en France, parce qu'on sait que l'accès à ces médicaments et l'accès à la prise en charge est extrêmement compliqué. Et je vous remercie pour votre attention.